Est-ce que vous trouvez que le monde n'a pas d'allure? Est-ce que vous êtes découragé, désespéré, quelque chose comme ça? Est-ce que vous cherchez désespérément quoi faire peut-être pour qu'on s'en sorte, pour aider le monde? Mon nom est Christian Maltais, puis moi ces questions-là, je me les pose amèrement depuis un bon moment. Je considère que les affaires on a passé le stade où ça n'a pas d'allure. Là. Moi, ce que j'observe, mon impression, c'est que la civilisation est en train de s'effondrer, là, que c'est déjà commencé. Je ne crois pas que la civilisation que nous avons connue va s'en remettre. Je crois qu'elle s'effondre maintenant. Je crois que le choix à faire déjà présentement, c'est est-ce que je me décourage et j'abandonne ou est-ce que je cherche une manière d'aider? Quelle est la meilleure manière d'aider présentement? Puis peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que non, il n'y a aucun espoir, la manière d'aider, c'est comme aider un mourant à l'hôpital. Il y a des gens qui peuvent faire ce choix-là, mais ce n'est pas mon choix. Non, moi, mon choix, c'est d'accord, tout s'effondre, préparons la reconstruction, préparons la renaissance du monde. C'est ça que mon instinct, mon intuition et mon cœur me disent de faire. Et puis, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, sur la chaîne ici, comme vous savez, on parle principalement de science-fiction, mais aussi beaucoup de philo, c'est les deux grandes missions de la chaîne. Puis ça fait un moment déjà que j'essaie d'introduire des réflexions philosophiques, puis pour moi en partie. Là, mais ce que je me suis rendu compte à un moment donné, c'est que je connaissais pas assez là, les sujets, j'avais pas assez lu les auteurs. Des fois, il m'est arrivé de surfer sur les lieux communs, de dire des bêtises, etc. J'en ai conclu que la chose à faire, c'était de vraiment là, me familiariser avec le corpus philosophique. Puis la fonction de tout ça, il y a beaucoup de raisons. Il y en a une, par exemple, qui est beaucoup des intuitions qu'on a, d'autres les ont eues avant nous et ont cherché à les exprimer avant nous. Ça fait qu'il y a une partie du terrain, en principe, qui est déblayée déjà. Là. On n'est pas obligé de reconstruire la roue. Puis il y a une partie des erreurs dans laquelle tout le monde est susceptible de tomber quand ils se posent ces questions-là, bien justement, d'autres y sont tombés avant nous. C'est un peu l'avantage. On n'est pas obligé, encore une fois, de tout rebâtir à partir de rien. Là. On a 2000, presque 3000 ans, 2500 ans de philosophie derrière nous. Là. C'est pas pour rien, là, c'est à ça que ça sert. Mais aussi, bien justement, dans cet esprit-là, puis après ça, je vais en venir concrètement au projet auquel je vous invite à participer, parce que moi, je vais faire, mais auquel je vous convie de tout mon cœur à participer. C'est ça, ce qu'on a avec la philosophie, qu'on voit, qu'on envisage souvent comme un système de doctrine, etc. Mais ce qu'on a en vérité, c'est une manière d'apprendre à réfléchir, okay? Une manière d'apprendre à comprendre comment le mental qu'on a, l'intelligence qu'on a, okay? Ben, comment est-ce qu'on peut la développer? Qu'est-ce que c'est vraiment l'intelligence, le mental, etc. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, réfléchir, puis tout ça. Là. Puis les deux grands axes, moi, ce que j'en suis là, dans mes réflexions, ben, de manière qui a un peu guidé là, le choix du corpus que je vais vous présenter dans les très, très, très grandes lignes dans un instant, ben, c'est qu'il m'est apparu à moi qu'il y avait deux grands axes de réflexion philosophique essentiellement. Traditionnellement, on met ça, bon, il y a la physique, la métaphysique, la logique, la rhétorique, etc., la poétique, etc. On peut mettre ça dans différents groupes, mais je pense qu'on peut réduire ça à deux grands types de questions. Et que c'est utile de le résoudre à ces deux types de questions-là. La première catégorie de questions, c'est, en vérité, la première grande question, c'est qui suis-je réellement? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain et qu'est-ce que c'est que cet être humain-ci qui vous parle présentement? C'est gnotis auton, connais-toi toi-même. Donc ça, c'est ça. Puis ça, c'est toute la catégorie conscience, phénoménologie, etc., etc. Puis ici, le programme philosophique, ça va nous mener ultimement à Heidegger, je vais vous en parler dans un instant, et pourquoi j'ai choisi ça, bon, etc. Moi, par rapport à moi-même, ça c'est un. Qui suis-je? Carl Jung, dont je parle souvent sur la chaîne, ça a l'air déconnecté, mais non, c'est exactement ça. La psychanalyse, c'est quelle est la structure psychique d'un être humain? Qu'est-ce que c'est réellement la structure psychique là, de la personne qui vous parle présentement, la personne qui est en train de vous parler et de vous qui m'écoutez présentement?
qui est-ce qui écoute réellement? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? C'est pas trivial du tout comme question, c'est fondamental, là. Okay? Donc, c'est ça, puisqu'on va voir, on va voir entre autres pourquoi, mais bon, voilà, ça c'est la qui suis-je, Gnotis Auton, connais-toi toi-même, la conscience, la phénoménologie, etc. Bon. Et l'autre aspect, c'est le côté éthique, si on veut, le côté concret. Okay? Le monde n'a pas d'allure. Qu'est-ce que je fais? Okay? Donc, puis ça va nous mener dans 4 ans. Là, je fais la version courte, mais ça nous mène à Karl Marx, ultimement. Puis pas parce que je pense que Karl Marx a le dernier mot sur la question, mais parce que pour moi, encore une fois, dans le corpus philosophique, c'est ça, il y a certaines... Ben, peu importe, Karl Marx, le Capital, là, c'est le grand livre au 19e siècle sur ces questions-là. Ça l'a complètement marqué le 20e siècle. Ça détermine en bonne partie, encore une fois, comment on voit les choses aujourd'hui. Ça fait que... Puis moi, je ne l'ai jamais lu. J'ai lu pas mal l'affaire de Karl Marx, mais le Capital en tant que tel, je ne l'ai jamais lu. Fait que d'ici 4 ans, on va être rendu au stade où est-ce qu'on va lire le Capital et, comme je mentionnais, on va lire Être et temps. Puis pourquoi est-ce que ça prend 4 ans? Puis là, après ça, je vais vous dire les bouquins rapidement, là, c'est quoi le corpus, là, comment ça se découpe, puis comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui commencer à participer au projet philo, qui est le projet Renaissance de la race humaine, de la civilisation. C'est Renaissance de la civilisation. Pourquoi 4 ans? Ben, parce que j'ai essayé avant. J'ai essayé de ne pas me taper l'intégrale de Hegel, par exemple. J'ai essayé, j'ai commencé cette année, l'année passée, 2024, j'ai commencé à lire Critique de la raison pure. J'ai fait peut-être même une vidéo là-dessus. Là. En tout cas, j'en ai certainement parlé sur la chaîne ici. Je m'étais rendu, j'ai mis une centaine de pages à peu près. Il y a des cours en ligne qu'on peut suivre. Il y a beaucoup de ressources, mais quand même. Là. Mais à un moment donné, j'ai arrêté parce que le fait est que j'y comprenais pas assez pour que ça... Tu sais, je comprenais pas assez, là. J'avais pas le minimum requis pour que ça soit vraiment faisable. Je voyais que c'était intéressant, mais il me manquait trop d'éléments pour que je puisse comprendre. Même chose pour la préface de la phénoménologie de l'esprit, là, un autre grand livre qui est souvent cité à juste titre comme dans les piliers du canon philosophique occidental. Ben, je l'ai essayé, moi, la préface de la phénoménologie de l'esprit, puis c'est très cool, là, c'est très intéressant, c'est brillant, tout ce que vous voulez, mais ça aussi, j'ai arrêté à un moment donné à mi-chemin parce que je comprenais trop rien. Puis le fait est que même si Kant et Hegel sont réputés comme étant des auteurs difficiles à lire, il y a quand même une manière de faciliter la lecture. Puis souvent, les textes philosophiques que j'ai essayé de lire à travers les années, Heidegger, c'est pareil. Ben, le fait est que quand tu lis ces auteurs-là, c'est évident qu'eux ont un bagage philosophique que, en l'occurrence, moi, j'avais pas. J'avais pas lu... grand-chose d'Aristote, j'avais pas lu grand-chose ni de Platon, ni de... Il y avait des... Je savais quasiment rien en vérité. J'avais des idées, là, mais bon. Le corpus vise à nous donner le minimum, à mon avis, là, ce que j'ai déterminé pour moi, là, qui était le minimum requis pour avoir la base pour comprendre, commencer à comprendre de quoi Heidegger parlait, dans Être et temps en particulier, de quoi Marx parle dans son bouquin. C'est bien connu, c'est Lénine en l'occurrence qui disait ça, que pour comprendre vraiment le Capital, ou comprendre Marx en général, il fallait avoir une profonde compréhension de la logique de Hegel. Puis, bon, évidemment, qu'est-ce que ça implique avoir une profonde compréhension de la logique de Hegel? Ben, c'est le genre de question que je me suis posée et qui a donné ce corpus-là. Puis, comme je vous dis, qui est sur 4 ans. C'est 4 ans de lecture à raison de pas mal de lectures tous les jours, je vous l'avoue. Vous n'êtes pas obligé de tout vous taper, mais voici en gros qu'est-ce qu'on va lire. Je dois vous dire déjà en partant qu'il y a un aspect... j'ai le mot mystique qui me vient en tête, puis ne fuyez pas en courant. Okay. Parce que on commence avec les présocratiques. Puis quand je dis ça, les présocratiques, ici j'ai mon petit recueil chez Garnier-Flammarion. Il y a d'autres éditions des présocratiques qu'on peut trouver. Là, les grands auteurs présocratiques qu'on va souvent citer, c'est Héraclite, évidemment. Empédocle, Parménide, bon, mais Pythagore aussi. Pythagore, on n'a pas ses écrits, mais Pythagore est un philosophe présocratique, bon, etc. Zénon, il y en a d'autres comme ça. Mais le truc ici, c'est que pendant les 4 ans, une des questions qu'on va avoir à l'esprit, c'est
en quelque part, quelle est la distinction entre la conscience et l'intelligence? OK. Apparemment, j'ai vu ça aujourd'hui, apparemment, il y a Bergson qui pose cette question-là. La distinction entre intellect et intuition. Puis justement, au bout de 4 ans, je pense qu'on va voir assez bien justement les rapprochements avec Jung, etc., bon, la structure de la psyché. Le fait est qu'au début, là j'y vais rapidement, mais au début, si vous lisez par exemple l'œuvre de Peter Kingsley, là, qui est un universitaire, là, je veux dire un spécialiste des auteurs présocratiques, mais lui, tout son truc, si vous lisez ses bouquins, c'est vraiment quelque chose, et tout son truc, c'est que les présocratiques étaient des chamans en vérité. Hein. C'était pas des philosophes comme nous, on l'entend. Puis, à son avis, dans l'opinion de Peter Kingsley, c'est qu'il y a eu une chute, essentiellement. À partir de Platon, Aristote, tout s'écroule, si j'ose dire, parce qu'on tombe, on se perd dans notre mental plutôt que rester dans la pure présence, n'est-ce pas, mystico-mystique, etc. Puis, je vois qu'est-ce qu'il veut dire par là, mais, puis ce qu'on va voir, ce qu'on va garder en tête, même si ce n'est pas l'essentiel de ce qu'on va faire, mais ce qu'on va garder en tête pendant les 4 ans du projet Philo, c'est que la distinction entre le mysticisme et la philosophie, même s'il y a ces deux chemins parallèles, mais en fait, la distinction, par moment, elle est absolue et par moment, elle est complètement illusoire, en fait. Il y a toute une branche de la philosophie. La philosophie elle-même, en vérité, oscille entre quelque chose qui semble appartenir à la nature, si on veut, du mysticisme, les états de conscience où la conscience elle-même est en relation avec l'univers lui-même et le total et l'absolu. Donc la philosophie elle-même oscille entre ce pan-là et le matérialisme le plus radical, encore une fois, Karl Marx, etc. L'homme n'existe pas, la conscience n'existe pas, il n'y a rien qui existe, un peu, si vous voulez, là, je fais un raccourci, mais tout ça, c'est très, très, très lourd de conséquences, puis c'est très important. Je vous le dis rapidement. Dans le corpus que j'ai mis sur pied, là, puis je ferai des vidéos à part où est-ce que j'exprime vraiment dans le détail, je vous dirai chacun des bouquins, etc. Là, ici, je fais juste les grandes lignes. Mais dans le corpus, je n'ai pas mis beaucoup d'œuvres hermétiques. J'ai mis principalement, à 99,9%, c'est des œuvres de philo que vous allez reconnaître comme de la philo. Là. Mais néanmoins, le fait est que j'en ai lu quand même pas mal des auteurs hermétiques, des écrits gnostiques aussi, tous ces genres de trucs-là. La Kabbale, l'ésotérisme juif, là, essentiellement, puis toutes ces choses-là qui sont remisées là, comme étant là, honteuses, et c'est ça, et la superstition... c'est pas du tout moi ce que j'observe. C'est pas ce que moi j'ai constaté. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup, beaucoup de rapprochements, en fait, puis que c'est pas pour rien, puis que, en quelque part, on est mûr maintenant pour observer la pertinence de ce rapprochement-là. Pourquoi est-ce que les critiques qu'on a adressées face au mysticisme, ou à la religion, ou à la superstition, toutes ces critiques-là, en général, sont extrêmement, extrêmement justifiées, là. Okay? Mais il y a quelque chose au niveau de la psyché humaine elle-même. Puis justement, ça nous ramène à Carl Jung. Bon, mais ça va aussi... Ça nous amène aux questions de Freud, Lacan, qui ne sont pas du tout mystiques, mais ce sont quand même ce genre de considérations-là. Bon. Bref, il y a quelque chose au niveau de la structure de la psyché qui fait que quand on commence à se poser les questions par rapport à qu'est-ce que c'est la psyché humaine, on se rend compte en vérité que le langage, puis même les techniques, les pratiques, même mystiques ou chamaniques, correspondent à quelque chose là, dans la psyché humaine, puis donc du coup correspondent, ne serait-ce que comme phénomène presque, je veux dire, correspondent au monde naturel, okay? Parce que notre psyché fait partie du monde naturel. Ça vient, j'ai un corps physique, je suis dans le monde naturel. Mon imagination fait partie du monde naturel. Okay, voyez-vous ce que je veux dire? Mais la relation exacte entre les deux, ça, on ne va pas entrer dans le détail là-dessus pendant les 4 ans du corpus, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? Même si je vais citer pendant les 4 ans là, quelques auteurs hermétiques ou quelques trucs comme ça qu'il est utile de connaître, puis des œuvres littéraires aussi, des œuvres historiques, etc., tout ça. Pour l'essentiel, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va faire un travail philosophique, de lecture philosophique, la philosophie que nous, on connaît, n'en déplaise à M. Kingsley, par ailleurs, je respecte énormément, mais la philosophie, c'est un travail mental et intellectuel. Okay? C'est observer la conscience à partir du mental, puis apprendre à découvrir comment le mental lui-même fonctionne. Okay? Donc, en gros, c'est ça qu'on va faire. Okay?
Mais gardant en tête que la conscience dépasse le cadre du mental, okay? Puis qu'il y a des outils okay, qui existent, ou un langage okay, qui, au moins métaphoriquement, existe et cherche à décrire cet aspect-là de la conscience qui dépasse le mental, puis que précisément dans la philosophie elle-même qu'on va voir, chez Hegel, chez un paquet de monde, c'est ça, il y a un, il y a un aspect où ce qui apparaît être absolument farfelu ne l'est pas du tout. Voilà. Mais bon, tout ceci étant dit, pour l'essentiel, ce qu'on va lire, c'est de la philo. On s'est divisé en 4 années. Bon, première année, l'intro, c'est ça, présocratique et philosophie hermétique. Et si vous voulez lire sur les présocratiques, n'importe quel recueil écrit les présocratiques dessus va faire le bouquin. C'est toujours les mêmes, je veux dire. Bon, c'est ça. Parménide, Héraclite et Empédocle, là, avec ça, c'est ça. Héraclite, c'est très cool. Parménide, très, très, très bon aussi. Là. Donc, voilà. Après ça, on rentre dans le cœur du truc. L'an 1, qui est cette année-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'Antiquité, le Moyen-Âge et la Renaissance. Donc, on part de l'Antiquité et on va jusqu'à 1400 à peu près, la Renaissance. Donc, il y a une question par rapport à est-ce qu'on lit la philosophie orientale, est-ce qu'on l'inclut ou est-ce qu'on ne l'inclut pas? C'est une bonne question. En pratique, encore une fois, à cause de ce que je mentionnais sur le mysticisme, etc., les états de conscience, puis pour un paquet d'autres raisons dans lesquelles je n'entrerai pas ici, la distinction, elle est importante, mais en même temps, elle est illusoire aussi. C'est les deux. Là. Par exemple, ici, on va aborder, on a un bloc, les fameux philosophes musulmans. Là, okay? Quand on entend parler que les musulmans, au 12e siècle ou quelque chose comme ça, ont sauvé la philo et la science, là, qui étaient ravagées par l'obscurantisme soi-disant chrétien là, de cette époque-là, ben oui, là, on est en plein là-dedans. On va le voir, là, c'est ça. Donc, on a des auteurs là-dessus. Les musulmans, ça rentrerait plutôt dans le discours ici, ça rentrerait plutôt dans la lignée orientale, là, si on veut. Mais c'est ça, en pratique, la ligne, c'est dans le corpus, les auteurs qui sont plus ou moins explicitement en relation avec le corpus, entre guillemets, occidental. Puis ça veut dire, grosso modo, les Grecs. Encore une fois, en pratique, on va voir que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nuancé que ça, parce que la Bible, déjà, qui est un outil, on ne va pas lire la Bible ici, là, mais c'est un outil, je veux dire, là, dans la vraie vie, les distinctions sont beaucoup plus floues que ça. Mais pour nous autres, essentiellement, c'est en gros la tradition grecque, puis c'est ce qu'on va lire cette année. On va lire les Grecs, les Romains et la philosophie médiévale. Et les Grecs, c'est principalement, on va lire Platon au complet et on va lire Aristote au complet. Puis ce qu'on va voir, en fait, moi, honnêtement, aller jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'ignorais ce que je m'apprête à vous dire, à ma grande honte. Mais le grand philosophe de l'Antiquité, nous, on a en tête Platon. La grande star, c'est Platon, mais c'est plutôt Aristote, en fait. Puis justement, pour tout le Moyen-Âge, aller jusqu'au 20e siècle, à toute fin pratique, le grand philosophe de l'Antiquité, là, c'est Aristote. Puis moi qui ai commencé à lire vraiment, là, j'ai commencé à lire la logique, l'organon. Là, je commence à comprendre pourquoi. Là. La version courte, c'est que cette année, on se tape Platon au complet, on se tape Aristote au complet, on se tape un certain nombre des fameux stoïques, les Romains, et puis Saint-Augustin, etc. Puis on remonte, on continue comme Plotin, donc le néoplatonisme. On fait, comme je mentionnais, les principaux philosophes aristotéliciens musulmans autour de l'an 1000, là, plus ou moins, là, c'est pas les vrais chiffres, mais donner un ordre de grandeur, qui ramène vraiment là, le corpus, si on veut, grec dans la culture, entre guillemets, occidentale. Puis après ça, là, on va se taper la fameuse scolastique, là, donc Duns Scott, puis des gens comme ça, là, comment il s'appelle Saint Thomas d'Aquin, on va se taper ça, etc., etc., etc. Puis tous ces auteurs-là, essentiellement, sont presque toujours en relation, en dialogue avec Aristote, qui est très dur à comprendre pour un paquet de raisons. Bon, voilà. Fait que cette année, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va s'imbiber de la philosophie de l'Antiquité et aller jusqu'à la Renaissance, puis c'est la pensée en bonne partie d'Aristote, puis la relation des différents philosophes avec Aristote, mais aussi tout ce qui est stoïcisme, qui est en lien avec, c'est justement l'éthique, etc., etc., etc. Puis on finit avec, Erasme, Thomas More et Machiavel.
Donc vraiment, là, on commence à rentrer finalement dans la Renaissance. Puis dans les auteurs aussi, on va se taper les historiens. C'est un gros corpus. On va se taper tous les historiens de l'Antiquité, les principaux historiens de l'Antiquité, là, Hérodote, etc. Puis on va se taper la comédie humaine de Dante. Donc... Voilà, vaste programme. L'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'an 2, on va jusqu'à Kant, c'est ça. Donc le programme l'année prochaine, c'est essentiellement Descartes, Spinoza, Leibniz et Kant. Tous ces philosophes-là sont en relation avec la logique. Puis, lire Aristote, c'est être en relation avec comment lui définit et établit les cadres plus ou moins de la logique. Donc, en vérité, c'est ça. Tout ça va nous permettre, au fur et à mesure, d'avoir de plus en plus de bagages qui vont nous permettre de comprendre plus facilement ce que veut dire Kant, parce qu'on va avoir lu les mêmes, certains au moins des auteurs principaux que lui a lus, qui l'ont mené à penser ces choses-là, puis à en parler dans ces termes-là. La troisième année, c'est l'année Hegel, Schopenhauer et Nietzsche. On va passer toute l'année à lire Hegel, parce que essentiellement pour comprendre Hegel, il faut tout lire, c'est lui qui le dit. Puis j'en suis venu à la conclusion que c'était bien de valeur, mais c'était ça, là. Ça fait qu'on va se taper la phénoménologie de l'esprit, on va se taper la logique, on va se taper son encyclopédie philosophique au complet. Fait que tout ça, c'est vraiment énorme, et compte tenu que ça fait environ 3-4 000 pages, là, quelque chose comme ça, c'est peut-être même 5 000, j'ai oublié le chiffre exact, mais ça revient à 10 pages par jour de Hegel. Puis la dose maximale recommandée de Hegel, c'est 5 pages par jour. 5 pages, c'est déjà du sport. Puis nous, notre programme ici, dans 3 ans, donc on va commencer dans 2-3 ans, là, on va faire 10 pages par jour. Mais normalement, je pense que justement parce qu'on va avoir lu Aristote, etc., Kant, puis Leibniz, puis Spinoza, etc., il y en a d'autres aussi, je ne les nomme pas toutes, là. Berkeley, puis Hume, on va tous lire ça, Rousseau, on va lire ça. On ne lira pas l'intégrale à chaque fois, là, c'est plus des textes choisis, là, mais tu sais, bon. Mais c'est ça, normalement, quand on va être rendu là, on devrait avoir quand même un peu plus de facilité à comprendre Hegel, puis pareil pour Kant, parce que on va savoir au moins à quoi il fait référence en termes d'auteur, etc. Puis aussi, dans le cas de Hegel, il y a des bonnes raisons de croire que c'est ça, là, justement, là, une connaissance au moins superficielle là, du point de vue, on va dire, hermétique, là, qui remonte en vérité. T'sais, Pythagore, si vous allez voir, là, c'est pas mal ça de la philosophie hermétique. On n'a pas tout, on a des traces puis des fragments, là, mais c'est ça, c'est pas... c'est moins farfelu que ça a l'air là, de dire que c'est plus ou moins consubstantiel. Donc, l'idée étant que c'est ça, quand on va être rendu à Hegel, normalement, on espère, puis je pense que c'est le cas, que les efforts qu'on aura mis à aller jusque-là vont nous permettre de comprendre un peu plus de quoi il parle. Puis, c'est ça, dans 3 ans, on se tape 1 an Hegel, puis en même temps, on va se taper Le monde comme volonté et représentation de Schopenhauer, qui est une autre brique, ça, d'épais, et à peu près tout de Nietzsche, essentiellement. On va lire les deux en parallèle pendant 1 an. Puis la quatrième année, là, on va embarquer dans, d'une part, Marx. Il y a un bloc de 6 mois pour la 4e année qui est Feuerbach, Stirner, Bauer et Marx. Là, donc, on va se taper essentiellement tout Marx, pour finir avec le Capital. Et pour la partie Heidegger, on vise à lire Être et Temps. On commence essentiellement avec, c'est ça, Kierkegaard, les fondations de l'arithmétique de Frege. Wittgenstein, on va lire le Tractatus. Une raison pour laquelle j'ai mis ça, là, c'est pas strictement en lien avec Heidegger, là, mais je l'ai mis là quand même, là, pour des raisons qu'on verra rendues là. Cassirer, Bergson, Husserl, évidemment, là, le maître à l'origine là, de Heidegger, là, son professeur, là, plus ou moins l'inventeur de la phénoménologie telle qu'on la connaît. Évidemment, finalement, Heidegger, Être et Temps, puis différents essais, mais principalement Sein und Zeit.
Alors, en gros, c'est ça notre programme. Après, quand on aura lu ça, ben là, on va être mûr pour, déjà, on devrait être mûr pour lire le fameux bouquin de Hegel, sur Hegel de Zizek, Kojève, son cours sur Hegel, Jean Hippolyte, là, tous les philosophes qui ont une influence déterminante là, sur la philosophie française et du coup mondiale au 20e siècle, bon, Foucault, etc., Jacques Lacan, énormément influencé. C'est tous les gens qui ont suivi le fameux cours de Kojève sur Hegel. Là, fait qu'on va être prêt, Blanchot, bon. Fait qu'on va être vraiment bien équipé normalement, rendu là pour parler de ces sujets-là. On va avoir un bagage qui va nous avoir permis de déblayer le terrain pour commencer. On l'espère parler plus intelligemment, de qui suis-je réellement, puis comment faire pour rebâtir le monde, n'est-ce pas? Puis, c'est pas tant l'idée que, là je finis là-dessus, c'est pas tant l'idée que dans 4 ans on va être prêt, c'est que l'expérience de là, ces trucs-là, est une expérience transformatrice. Là. C'est pratiquement un chemin initiatique de faire tout ça. Puis, je dis tout de suite que les auteurs au programme, c'est pas parce que j'ai mis Être et temps, Heidegger dans 4 ans que j'en lis pas maintenant. Là. Je suis en train de finir de lire l'introduction d'Être et temps maintenant, puis je suis en train de me taper un paquet d'autres trucs. Là. Je suis en train de me taper Hannah Arendt, les bouquins d'Hannah Arendt, très, très, il faut absolument lire ça, Hannah Arendt. Livre de chevet. Ce livre ne doit jamais quitter votre table de chevet, sauf que vous l'avez entre vos mains pour le lire avec délice, n'est-ce pas? On peut lire Nietzsche, on peut lire Deleuze dès maintenant. Quand nos philosophes qu'on a mis au programme pour plus tard vont parler d'Aristote, par exemple, bon, ou de Cicéron, je ne sais pas qui, que sais-je encore. Ben c'est ça, l'idée c'est qu'on peut absolument aller lire qu'est-ce qu'on veut dès maintenant, en fait. Puis on va le lire, puis on va le relire au fil du temps, puis à chaque fois on va davantage le comprendre, puis ça se nourrit comme ça. T'sais. Déjà en partant, on ne vise pas une compréhension intellectuelle, là. On vise à entraîner notre mental à mieux comprendre les choses, à mieux fonctionner. C'est comme faire des push-ups pour le mental un petit peu. Puis, on va se nourrir de la pensée des gens qui nous ont précédés, puis des efforts des gens qui nous ont précédés. Là. On fait ça vraiment pour nous aider à voir plus clair pour vrai à l'intérieur de nous-mêmes. Puis, vraiment dans une optique d'être la meilleure version de nous-mêmes. Parce que, ultimement, je pense que c'est ça la clé. Là. Moi, je ne peux pas vous dire à vous c'est quoi la meilleure version de vous-même, mais je peux vous dire avec conviction qu'à mon avis, la seule manière qu'on s'en sorte, c'est que le plus possible que chacun d'entre nous, autant qu'il est capable, soit la meilleure version de lui-même ou d'elle-même, ou peu importe. Là. Puis c'est ça le but là, de lire tous ces bouquins-là, de voir plus clair, de mieux comprendre qui on est, de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe autour. Machiavel, quand on lit ça, c'est plus facile de comprendre les manipulations dans lesquelles on tombe là, nuit et jour, là, politiquement. Juste lire Aristote, que j'ai fini, puis là je finis là-dessus, là, mais dans les présocratiques, il y a les sophistes. Là. À la fin du bouquin, il y a les sophistes. Platon en parle constamment de ça. Mais qu'est-ce que c'est, les sophistes? C'est des manipulateurs, des gens qui font de la fausse logique. Ben, regardez le discours, présentement, le discours public. J'oserais dire à gauche et à droite. Puis vous allez peut-être voir qu'au niveau logique, des fois, c'est so-so. Hein? C'est ça, les outils de manipulation, puis c'est la raison aussi pour laquelle j'ai rajouté les historiens, là, les phénomènes qui se passent présentement, la manière dont la civilisation semble vouloir s'effondrer aujourd'hui, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. C'est pas la première fois qu'une république tombe dans la dictature. Là. À cause de la démagogie et parce que les oligarques décident que le moment est venu. Je veux dire, il n'y a rien de ça qui est nouveau. Là. Quand on voit là, comment ça se met en place, en vérité, c'est peut-être machiavélique et diabolique, mais c'est pas bien sorcier, là. C'est pas bien compliqué. C'est ça, puis c'est justement des panneaux dans lesquels on tombe précisément parce que notre mental n'est pas assez entraîné. Là. C'est le jugement, en fait. Puis il faut le faire par soi-même, ce travail-là,
Parce qu'autrement, c'est juste une autre figure d'autorité à l'extérieur de soi qui nous dit fais ci, fais ça, puis ça, c'est pas bon. Là. Il faut faire le travail par soi-même pour parvenir au stade où on a le jugement requis. Là. Okay. Puis pour savoir, avoir une meilleure idée justement qui est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait. En ce qui me concerne pour moi, c'est pour ça là, que c'est crucial de faire de la philo. Puis c'est ça que mon intuition me dit de faire. Fait que je vais faire ça. Je fais aussi mes vidéos de science-fiction, etc., de la musique, j'écris des romans, tout ça, ça en fait toute partie. Mais pour moi, là, c'est ça. Pour les 4 prochaines années, je vais me taper les œuvres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous expliquerai le détail là, dans d'autres vidéos. Puis, je suis en train de mettre sur pied des différentes manières qui vont permettre aux gens de participer là, sur Substack, puis bon, etc., etc. On verra bien. Là, je vous en reparlerai. Mais voilà, si vous voulez commencer dès aujourd'hui, vous pouvez lire n'importe quelle édition des présocratiques que j'ai mentionné. Aussi, les premiers dialogues de Platon, c'est un bon endroit où commencer. Alcibiade, Hippias mineur. Ouais, les premiers, c'est un peu charmé, des pas pires, celui-là. Mais peu importe, n'importe quelle édition des premiers dialogues ou les dialogues dits socratiques de Platon. C'est un bon endroit où commencer. Et Aristote, il y a différentes... on va tout le lire de toute façon, mais je vous proposerais de commencer par les 2 premiers livres de l'Organon. C'est assez aride comme lecture, mais on va le relire plusieurs fois, là, mais je pense que c'est un bon endroit où commencer. Il y a 2 livres là-dedans. Le premier, c'est des catégories, puis l'autre, c'est de l'interprétation. Donc, je vous dirais commencer par ça. Si vous voulez commencer aujourd'hui, l'Organon, les 2 premiers livres d'Aristote, les premiers dialogues de Socrate, et ou les pré-socratiques, n'importe quelle édition. Fait que voilà, on va s'en sortir. La vie est belle, portez-vous bien, suivez votre cœur, soyons la meilleure version de nous-mêmes. Vivons et prospère. À très bientôt.